Alors, qui dit changement de contexte dit nouvel écosystème pour le CMO. Thomas, est-ce que vous pourriez nous aider à définir le profil et les missions d'un CMO, on va dire, CMO moderne? CMO moderne va rajouter une corde à son arc qui est l'expérience client. En gros, pour nous, il y a trois fonctions stratégiques essentielles d'un CMO. Un, c'est la compréhension client. Deux, c'est la stratégie de la marque. Et trois, ce qui est de plus en plus important, c'est l'expérience de la marque. Donc en gros, la capacité à livrer la promesse client, quels que soient les canaux. Sauf qu'on est dans un contexte qu'on évoquait tout à l'heure de changement technologique rapide, où de plus en plus, on a besoin de transformer la donnée qu'on récupère en insight pour pouvoir personnaliser l'expérience client. Ça passe effectivement par un certain nombre d'outils technologiques, mais pas que. Ça passe par des changements organisationnels, donc la façon dont le CMO va organiser son équipe, va mixer les talents, les compétences, avoir des gens qui sont capables effectivement de dialoguer avec des équipes technologiques ou IT, mais aussi de rendre intelligible la donnée. Je ne parle pas forcément de data scientists, on en parle beaucoup, mais c'est plutôt des gens qui vont faire l'interface avec des équipes de data scientists ou avec des équipes technologiques pour interpréter la donnée. Et puis pour finalement redonner au CMO et à ses équipes la place qui leur revient dans l'organisation, c'est-à-dire d'être l'ambassadeur du client, la voix du client, et au final de définir de nouvelles offres en fonction des attentes croissantes des consommateurs. Ce qu'on a évoqué autour du minimum syndical d'il y a 10 ans, c'est vrai que voilà, aujourd'hui la barre elle est de plus en plus haut parce que les consommateurs ont des attentes de plus en plus fortes avec d'autres marques plus agiles qui opèrent différemment. Donc je pense en termes de mission, délivrer l'expérience client, en être le chef d'orchestre, avec davantage de soft skills aussi, sur la capacité à travailler en équipe, à collaborer, à faire de l'idéation, beaucoup aussi sur des compétences, sur des nouveaux canaux, sur la data, sur la technologie, et surtout ce qui reste fondamental et dont on ne parle pas assez, qui est la créativité, l'émotion et la capacité à délivrer un certain nombre d'insights que les machines n'auront pas toujours la capacité à donner, en tout cas à les mettre en musique, ce qui est une autre chose qui fait partie des compétences des CMO et un rôle croissant du CMO dans l'entreprise. Moi, je pense qu'il faut aussi rappeler un fondamental. Le CMO, c'est Marketing Officer. C'est une fonction qui est de moins en moins vue comme une fonction monolithique. Le CMO qui effectivement a le souci du client, du marché, travaille aussi au service du commerce. Et la cheville entre le commerce et le marketing me semble aujourd'hui de plus en plus nécessaire et la frontière de plus en plus faible. Alors justement, on va explorer un petit peu toutes les parties prenantes de cette fonction de CMO, mais je dirais que l'élément structurant, c'est la technologie. Quel rôle joue la technologie dans la fonction marketing aujourd'hui ? Je pense qu'il est essentiel. Il est essentiel au moins trois effets. Le premier, on va parler du client. Je pense que les entreprises aujourd'hui adressent des clients qui sont de plus en plus férus de technologie. Et donc les responsables marketing doivent composer avec aujourd'hui cet ADN qu'ont leurs clients et cette appétence à la technologie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est dans l'élaboration de leur stratégie marketing. La technologie, aujourd'hui, apporte au directeur marketing, dans cet exercice de mettre en œuvre une stratégie, des données, traduit des données, parce que derrière les données se cachent des individus, se cachent des clients, et c'est ce qu'il faut comprendre finement, pour leur permettre de prendre des décisions. On a même dans certaines organisations, on commence même à utiliser des technologies d'intelligence artificielle pour dégager des grands axes de direction stratégique. Alors évidemment, on est dans l'assistanat au travers de la technologie. Le maître mot reste, ou le dernier mot reste celui du directeur marketing et de tout le comité de direction. Mais la technologie s'est invitée effectivement dans ces chantiers d'axes stratégiques. Et enfin, bien sûr, la technologie au service de l'exécution de cette stratégie marketing. Et là, toute la panoplie aujourd'hui
autour de la compréhension de la donnée, d'être capable de prédire des phénomènes, d'établir des scores, d'appareiller des événements ou des faits ensemble pour dégager, pour traduire effectivement des intentions. L'exercice de la communication sur les différents canaux de façon scénarisée, orchestrée, intelligente. Même dans la création du contenu ou la classification intelligente du contenu, la technologie est là aussi augmentée par l'intelligence artificielle, permet de faire à l'échelle, c'est-à-dire pour des millions de personnes, ce qu'on désire et ce qu'on met au point comme stratégie pour une personne. Encore une fois, centrer son intérêt sur le client dans le temps, dans la complexité des lieux et des événements. Il y a les événements personnels, il y a les événements qui touchent tout un chacun, hein, la météo, les faits d'actualité, et ainsi de suite, l'historique de transactions et de contacts avec sa clientèle, et brasser tout ça pour être efficace dans la discussion et la relation avec sa clientèle, c'est loin d'être simple. Alors imaginez le faire à l'échelle de centaines de milliers ou de millions de personnes. Sans technologie, on ne sait pas industrialiser et automatiser ces opérations. C'est fondamental. L'intelligence artificielle, effectivement, qui est personnalisée par Watson, dans ces solutions de classe marketing, entreprise, d'engagement client, est intégrée, je dirais, by design, c'est-à-dire est pensée dans la roadmap produit de nos plateformes. C'est-à-dire qu'on va spécialiser des capacités d'intelligence artificielle au domaine marketing. Il y a tout d'abord la capacité à traduire les données. Et donc de comprendre des choses qui, a priori, ne sont pas des phénomènes discrets, ou mettre en relation des événements qui ne se traduisent pas sous forme d'algorithmes simples, de façon à pouvoir sortir des scores, des indicateurs de tendance, et dégager finalement des audiences qui soient de plus en plus micro-ciblées et pertinentes. Un deuxième domaine touche à l'évolution des interfaces que proposent aujourd'hui nos plateformes pour faciliter la vie du praticien, pour faciliter la vie du campagne manager, du responsable marketing, et à ce qu'il puisse accéder à l'information et actionner des processus marketing de façon les plus intuitives, les plus simples. Troisième domaine, qui est le domaine de l'exécution des processus marketing, où là, l'intelligence artificielle est capable de faire un certain nombre de recommandations et d'enchaîner des étapes d'adressage client, de relations, pour avoir un processus qui soit complexe, qui ne soit pas forcément prédéterminé, parce que l'intelligence artificielle amène aussi des capacités d'auto-apprentissage, et faire en sorte que ces processus soient de plus en plus agiles. Alors, on va s'intéresser là aussi aux hommes et aux interactions. Thomas, de par vos recherches et vos observations, comment vous décririez les parties prenantes du CMO, c'est-à-dire les interlocuteurs internes et les interlocuteurs externes? Comment ces interactions sont en train de se modifier? Le CMO a un rôle de chef d'orchestre. Ça a toujours été le cas en interne. Quand on lance une nouvelle offre, un nouveau produit, il faut interagir avec tout le monde, les équipes technologiques, produits, légales, etc. Donc en interne, ça a toujours été le cas. Ça se renforce parce qu'effectivement, le CMO doit de plus en plus être la voix du client. Et parallèlement à ça, il y a tout l'écosystème des prestataires qui évolue. On évoquait le poids de la technologie. Aujourd'hui, nous, on estime en moyenne, c'est une moyenne en Europe, mais le budget marketing dédié à la technologie, c'est 22% du budget d'un marketeur. Donc ça prend de plus en plus de poids et c'est absolument critique si on veut effectivement industrialiser cette personnalisation de l'expérience client.
Donc du coup, ça suppose d'avoir une collaboration très forte avec le directeur informatique et ses équipes. Alors une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé puisque ça fait plusieurs années qu'on le dit. Et donc moi j'ai récemment mis en œuvre une étude pour interviewer justement ces pairs de CMO, CIO, donc directeur marketing et directeur informatique, qui collaborent bien ensemble. Je vous assure, j'ai eu du mal à en trouver parce que quoi qu'on dise, malgré tout, c'est pas si évident que ça. Il y a des cultures différentes, des backgrounds différents, une approche différente qui fait que si on ne fait pas évoluer la gouvernance de l'entreprise, si on n'a pas des métriques partagées, centrées clients justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est difficile à exécuter et à mettre en œuvre. Heureusement, il y en a, et il y a quelques marques qui font ça plutôt bien, je pense à McDonald's ou à quelques autres, mais ça reste difficile parce que finalement, même si le budget du CMO augmente, pour un DSI, ce n'est pas forcément son interlocuteur privilégié par rapport à un directeur des achats, par rapport à la mise en place d'un grand logiciel à l'échelle mondiale, par rapport à un patron de business unit, etc., etc. Donc ça reste difficile. Après, il y a tout l'écosystème des prestataires, et nous on le voit parce qu'on est finalement entre la marque et ses prestataires externes. Il y a l'univers des agences qui est en train d'être complètement chamboulé, restructuré. Donc on voit bien un resserrement. Le CMO essaie d'avoir de moins en moins d'agences quand même, parce qu'il y en avait presque une prolifération en fonction des canaux, en fonction de ça, qui était presque le reflet des silos internes de l'organisation marketing. Donc une sorte de rationalisation des prestataires externes. Il y a aussi des nouveaux entrants. Je pense à un certain nombre de cabinets de conseil qui arrivent et qui n'avaient pas forcément jusqu'à aujourd'hui, mais c'est en train de changer, les capacités créatives. L'écosystème des prestataires évolue et puis il y a de plus en plus de solutions qui sont accessibles directement et qui permettent de plus en plus à la direction marketing d'organiser finalement le fameux tech stack, donc son système technologique marketing, en assemblant éventuellement différentes solutions et en faisant évoluer l'architecture ancienne des systèmes d'informatique. Et puis après, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les relations avec les ventes, le commerce, et ça varie énormément selon qu'on est en B2B ou en B2C, avec parfois en B2B le prisme un peu, le marketing est là pour faire entre guillemets du lead, et c'est pas suffisant, et on le voit bien parce que les marques qui se différencient ont une approche beaucoup plus complète et pensent parcours client, y compris dans le B2B, où au final l'acheteur reste un individu qui a des attentes et qui a un comportement de consommateur comme vous et moi. Absolument, et qui plus est peut influencer effectivement derrière lui bon nombre de personnes en B2B, l'interlocuteur généralement représente effectivement un intérêt économique derrière qui est bien plus large que sa seule personne. Olivier, par rapport à cette problématique d'écosystème interne, externe, vous avez quel type de regard? Alors c'est une préoccupation, effectivement, parce que je dois composer avec les parties prenantes au sein de l'entreprise pour proposer, pour formuler des propositions et pour mettre en place de nouveaux systèmes. Et effectivement, la relation avec le DSI est une relation qui est nécessaire, qui devrait être d'ailleurs une relation quasiment de symbiose et de courte échelle. Dans les faits, je rejoins Thomas, c'est pas toujours ce qu'on voit au sein des entreprises. La première difficulté étant souvent d'ailleurs la difficulté du dialogue, enfin de mettre des noms identiques sur des choses, donc de compréhension mutuelle. Le fait déjà de partager des mêmes chiffres et d'avoir le même glossaire permet déjà de résoudre un certain nombre de problèmes. Et puis après, effectivement, il y a des préoccupations, il y a des prismes, on comprend bien, qui sont différents et qui, de temps en temps, peuvent être, si ce n'est antagonistes, en tout cas, ralentir la marge d'adoption. De plus en plus, les lobes, les directions métiers sont présentes et sont partie prenante dans les décisions. C'est normal puisque le marketing est là pour servir quand même le métier et l'entreprise et la marque. De plus en plus, je trouve que les comités, les boards, les comités de direction interviennent ou peuvent être amenés à effectivement valider des choses importantes, des décisions. Donc ça, c'est le côté interne. Côté externe, nous, notre préoccupation, c'est de pouvoir assembler et proposer des solutions qui soient le plus ouvertes possible. Ça présuppose des moyens de communication pour faciliter les échanges
entre les différents acteurs du marché. Et à ce titre, d'ailleurs, de plus en plus, je trouve que le monde du MarTech, c'est-à-dire du marché du marketing, côtoie intelligemment le monde du AdTech, marché vraiment de la publicité et du recrutement. Et on a de plus en plus de passerelles métiers technologiques. En termes de plateformes et de solutions technologiques, on s'attache à faciliter les échanges d'audience, les échanges d'événements, les échanges la combinaison de processus marketing, de façon à créer des solutions vraiment qui soient les plus larges possibles et qui tirent parti des forces de tout l'écosystème, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle, où il n'est pas déraisonnable de penser que prochainement, les différentes IA proposées sur le marché pourront s'intégrer, enfin se combiner pour proposer toujours plus de capacité à augmenter la fonction métier. Alors, on voit que la fonction est augmentée. On voit aussi qu'elle devient très centrale dans l'économie même, le corps du business. Comment est-ce que le CMO peut ne pas se retrouver cantonné à être dans la stratégie de moyens, même si elle est très importante, et finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de se rapprocher de la vision du CEO? Et donc, comment trouver la bonne distance pour être un CMO augmenté tout en servant la vision de l'entreprise? Question à tous les deux. Aujourd'hui, le PDG est celui qui, au final, est le chef d'orchestre ultime. Donc, il a besoin effectivement davantage de la voix du client. Et on voit, c'est pas vrai partout, mais certains CMO sont heureusement au board et sont membres du comité exécutif, mais c'est pas toujours le cas. Donc, quand la voix du client est vraiment représentée, après, il y a un certain nombre d'arbitrages, souvent financiers, etc., qui sont faits. Mais c'est vrai qu'on voit dans les priorités des CMO, la priorité numéro 1, c'est la croissance des revenus, à tel point qu'aux États-Unis, il y a eu cet effet de mode, je ne dis pas CMO, mais plutôt Chief Growth Officer, et un certain nombre de grandes marques, pas des moindres, ont rebaptisé le nom de leur CMO de cet intitulé-là, et certains sont devenus ensuite effectivement PDG, parce qu'au final, le but c'est de servir le client final, qu'il soit B2B ou B2C. Mais ça reste, j'ai envie de dire, plus un épiphénomène qu'une tendance de fond. Donc effectivement, après c'est au CMO d'organiser ses équipes internes et de choisir le bon niveau entre des prestataires externes sur lesquels il va devoir s'appuyer. Et surtout, je pense de plus en plus, et c'est là où c'est très très important et totalement sous-estimé, c'est ce nouveau territoire de jeu en fait, entre l'ADRH, l'IT, la DSI et le marketing, parce qu'il faut développer aussi la marque employeur, attirer des talents, et c'est aussi le rôle du marketing et du CMO de développer la marque employeur, et malheureusement c'est pas toujours le cas, et ça devient de plus en plus important pour pouvoir aussi former, fidéliser les talents avec la RH, donner aux employés les outils et notamment de productivité dont ils ont besoin pour faire leur job, et puis attirer les talents qu'on évoquait autour de l'intelligence artificielle, de ces nouvelles technologies et aussi de l'émotion. Oui, alors ça c'est effectivement une vraie question, c'est celle des moyens. Où doit-on placer le curseur entre l'internalisation et au contraire avoir recours à de plus en plus de services externes spécialisés? Je pense que là, c'est une question de bon équilibre et qui est vraiment très très dépendant de la culture d'entreprise, de la taille de l'entreprise, du marché adressé. C'est qu'aujourd'hui, il y a les technologies et la façon dont sont consommées ces technologies permettent d'avoir des approches hybrides, internalisées, externalisées, avec des frontières glissantes, avec des capacités à faire de la réversibilité facilement. L'avènement des solutions dans le cloud sous forme de SaaS permet de s'affranchir d'infrastructures lourdes internalisées, permet également de la délégation de personnel, c'est-à-dire que certaines tâches peuvent être confiées à des sociétés qui s'en sont fait la spécialité, les marketing service providers par exemple, d'autres peuvent rester au sein de l'entreprise sur de la création.
Il faudrait qu'on parle effectivement de la création, parce que ça reste quand même le cœur et la richesse du message marketing. Mais aujourd'hui, je pense que pour les entreprises, l'éventail de possibilités et d'agilité, toutes les répercussions que ça a, c'est-à-dire que si vous internalisez, il vous faut de l'infra, il vous faut de l'organisation, il faut surtout des talents, il faut maintenir ces talents, il faut les maintenir à niveau de l'état de l'art et ainsi de suite. Mais ce mix est beaucoup plus opérable et les alternatives pour les sociétés sont plus nombreuses qu'avant. Super. Bon.